C'est la première française à être allée dans l'espace, c'est même la première femme astronaute de l'Agence spatiale européenne. Elle a réalisé 2 missions spatiales, Cassiopée en 1996 vers la station Mir, puis Andromède en 2001 vers la station spatiale internationale cette fois. Elle a passé en tout 25 jours dans l'espace. Médecin, docteur en neurosciences, ministre de 2002 à 2005, son parcours est impressionnant et d'ailleurs il faut bien le reconnaître, elle est très impressionnante, mais elle aime transmettre et partager. Elle est le modèle de Sophie Adno, celle qui lui a fait comprendre que c'était possible de rêver d'être astronaute un jour. Et pour nous, c'est surtout la marraine de la Cité de l'Espace, un rôle qu'elle a accepté alors qu'elle était en orbite. Je suis Benjamin Péter, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, et pour ce tout premier épisode de C'est ton espace, j'ai la chance de recevoir Claudia Ignoret, et comme à tous mes invités, je lui ai demandé quel était son tout premier souvenir d'espace. Sincèrement, c'est la fascination du premier pas de l'homme sur la Lune, c'est juillet 69, qui a été, pour une enfant de 12 ans, un moment magnifique, différent, fascinant, de se dire que peut-être tout était possible. Donc ça ouvre des horizons dans la tête d'un enfant. Et puis ensuite, c'est des souvenirs de ciel étoilé. Et de se dire, c'est quand même un univers exceptionnel. Il y a de la magie, il y a de l'inconnu. Et ça a sûrement aiguisé aussi ma curiosité pour les sciences, pour les outils d'ingénierie, pour comprendre comment ça se passe, quoi. Je suis le genre de petite fille qui soulève le rideau pour aller voir ce qu'il y a derrière. Ça se passait comment, ces soirées étoilées? C'était en famille? Oui, c'était en famille. Et ce juillet 69, c'était en famille, en vacances, où on a tous partagé ce moment magique devant un écran de télévision noir et blanc. Après, il y a des moments qui sont plus des moments de solitaire qui nourrissent l'imaginaire. Alors, il y a ceux de la contemplation, et puis il y a aussi les lectures. Bon, j'étais une enfant qui lisait beaucoup, alors beaucoup de livres d'aventure, bien sûr, et puis la mythologie. Alors, la mythologie, les constellations, les étoiles, tout ça, ça nous ramène aussi à, ce qui est un peu au-delà de notre raison, dans un cosmos rêvé. Et j'en ai beaucoup rêvé. Et justement, en plus, votre mission, il y a Cassiopée, il y a Andromède, votre mari a fait Perséus. Ce sont des constellations assez proches, qui ont une histoire commune en plus. Est-ce que ça a joué aussi dans ses choix, forcément, j'en imagine? Sur le choix des noms, c'est clair et évident pour reconstituer l'histoire entre Cassiopée, Perséus et Andromède. Oui, ça c'est nourri de ces lectures d'enfance, et oui, de l'émerveillement dans un monde qui n'était pas accessible, qu'on pouvait... limite, c'est fait pour ça. C'est fait pour porter de l'inspiration, ouvrir des portes, penser autrement. Et puis, ce sont des histoires. On a besoin de récits, on a besoin d'histoires. Alors, les mythes, ça permet de se les raconter aussi un peu comme on veut. Et on sait raconter nos histoires spatiales d'un couple d'astronautes, également avec les noms d'émissions. Comment est-ce que, du coup, après un moment, votre parcours vous amène à devenir astronaute? Est-ce que c'est un rêve quelque part qui naît avec Apollo et qui, du coup, on se dit j'ai envie de devenir astronaute, ou est-ce que c'est progressif que c'est arrivé? Alors, il y a la petite graine de juillet 69, bien évidemment. C'est une étincelle, l'impression que... Parfois, il faut rêver que ça peut se réaliser. Mais par contre, les profils d'astronautes à cette époque-là, ceux d'Apollo, c'était la génération des militaires, pilotes de chasse, pilotes d'essai. Donc, pour une petite fille, c'était pas obligatoirement le schéma habituel. Et puis, il n'y avait pas d'école d'astronautes. Donc, j'ai pas décidé de candidater à une école d'astronautes à cette époque. J'ai choisi donc de devenir médecin. Et en fait, c'est l'opportunité, pendant ma pratique médicale à l'hôpital où je travaillais, de voir cette affiche, cet appel à candidature du CNES qui recherchait
des astronautes avec des profils différents, justement, des profils de chercheurs, de médecins, d'ingénieurs. Pour faire de la science. Pour faire de la science, parce qu'on était à l'époque où on commençait à avoir cette capacité d'avoir une exploitation scientifique des stations spatiales, de ces laboratoires en orbite. Et donc là, c'était la rencontre d'un désir, d'un rêve d'enfant avec une opportunité qui permettait de pousser la porte, de candidater et d'obtenir un dossier, de se lancer dans la sélection. C'était clairement une évidence pour moi. On pose un dossier, on se dit on verra bien, ou vous y croyez dur comme fer à ce moment? Je crois que j'y croyais dès le départ. Bon, enfin, j'ai tout fait pour me préparer et pour être au bon niveau à chacune des étapes successives de la sélection. Donc, il y a de la préparation, il y a de la compétence, il y a du désir, puis il y a aussi beaucoup de chance d'être au bon moment, au bon endroit, en ayant la bonne forme physique et mentale pour être performant. Ensuite, il y a l'entraînement. Enfin, vous êtes sélectionné. Il y a cet entraînement. Vous attendiez un entraînement comme celui-ci aussi, parce que c'est particulièrement exigeant quand même. Est-ce que vous étiez prête à ça? Alors, l'exigence de l'entraînement, elle est sur plein de domaines, mais je dirais que ça fait partie de l'aventure. On y va aussi pour ça. On sait bien que c'est pas un chemin facile, qu'il y a très peu d'élus, qu'il faut mériter. On le fait pour tous les autres peut-être aussi d'ailleurs. Oui, et puis qu'on va vous confier une responsabilité assez écrasante et qu'il faut que vous soyez performant pour la réussir. Alors c'est une exigence de travail, beaucoup d'apprentissage de choses nouvelles, parce qu'un astronaute, c'est multitâche, c'est un trouveur de solutions, c'est un opérationnel, c'est un cobaye, un expérimentateur scientifique. Donc voilà, il faut se sentir à l'aise avec tout ça. Il faut avoir un corps en bonne santé, dans cet esprit qui se construit bien. Et puis... Vous étiez sportif déjà? Oui, on est tous sportifs en général. Et puis, il faut avoir envie de découvrir ses limites. De pousser plus loin que sa zone de confort. Et ça, c'est un choix, un désir, et ça fait partie de l'aventure. Moi, j'y suis allé pour ça aussi. Mais est-ce qu'on les trouve vraiment, du coup, les limites? Est-ce qu'on ne les cherche pas toujours un peu plus loin? On les cherche toujours un peu, on explore. Nous sommes des explorateurs. Vous êtes rhumatologue au départ, vous êtes aussi médecin du sport. Moi, je me demande quand même comment est-ce que vous avez appréhendé justement votre corps libéré de toute... enveloppe quelque part charnelle. On n'est presque plus qu'une conscience quand on est en microgravité. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous qui étudiez et qui connaissez si bien le corps? Je suis pas sûr qu'on ne soit qu'une conscience. À un moment donné, on a le sentiment de n'être qu'un regard, et je le dis souvent, regarder par le hublot avec ce corps libéré de son poids, ça vous amène dans un état de contemplation qui fait que le corps n'existe plus effectivement et que vous êtes un regard. Après, vous avez peut-être une conscience exacerbée parce que vous vivez des moments tout à fait exceptionnels. Mais voilà, ce regard, c'est vraiment quelque chose que je porte encore en moi. Alors c'est vrai, comme pratiquant sportif, médecin du sport, médecin rhumatologue, chercheur dans le domaine des neurosciences et du contrôle de la posture, j'étais particulièrement attentive à comment le corps allait s'adapter, quelles allaient être les transformations de cette physiologie. J'ai été tout à fait épaté de la rapidité d'adaptation. En 24 heures, on peut se sentir à l'aise par rapport à quelque chose qui est très inconfortable quand on arrive en apesanteur dans ce volume en 3 dimensions, sur le plan cognitif, sur le plan postural, sur le plan cardiovasculaire. C'est quand même un petit peu dérangeant et inconfortable, mais on s'adapte très vite, et je pense qu'on s'adapte d'autant plus vite qu'on se dit c'est un nouvel environnement. Je ne suis plus dans ma référence terrestre. Je suis un terrien, une terrienne, mais je vis dans un environnement différent. Il va falloir que je m'adapte. Et donc, se projeter dans ce nouvel environnement sans rester accroché à ses références terrestres. Et je pense que c'est ce saut dans la nouvelle situation qui permet de se l'approprier et de s'adapter plus vite. Qu'est-ce qu'on ressent le premier matin? Je me demandais comment est-ce qu'on se réveille dans Mir ou dans la Station Spatiale Internationale. Alors, on va se réveiller avec les mains devant les yeux parce qu'elles sont flottées. Oui. On va se réveiller à l'endroit où on s'est endormi si on a bien accroché son sac de couchage. Par ailleurs. Est-ce qu'on réalise en fait où on est? Je sais pas, moi j'ai le souvenir de rêve. Alors je sais plus si c'était au début de la mission ou en milieu de mission, où ce rêve était assez explicite. Je me retrouvais dans un immense volume. J'étais
au milieu de ce volume, flottant, dérivant, et je ne pouvais pas atteindre les murs, les parois. Et donc, j'étais coincé, flottant au milieu de ce moment d'apesanteur. Et je pense que ça, c'était lié à cette surprise de la découverte de la microgravité, de se dire « Ah, il faut que je recompose toute ma façon de me déplacer. » Et donc, voilà, c'était un petit peu perturbant, ce rêve qui m'a réveillé dans les premières nuits. Et puis ensuite, phase d'adaptation étant arrivée, au contraire, on se sent des super pouvoirs et même on a beaucoup de plaisir à se sentir léger et à vivre léger. Il doit y avoir quelque chose de paradoxal d'être enfermé en voyant toute cette immensité. Ça doit être aussi quelque chose d'un peu perturbant. Le regard par le hublot est quelque chose de magnifique. Le hublot côté terre, avec ce défilé de la Terre en 90 minutes à 28 000 km/h, en voyant 16 levées de soleil à l'horizon de la Terre. On sent des moments tout à fait magiques avec ces couleurs, avec ces aurores boréales, avec cette ligne de Terminator. C'est difficile même de le raconter, cette vision en surplomb de cette planète magnifique et de cette planète fragile. Le regard du côté hublot cosmos, dans le noir du cosmos, on a aussi l'impression d'être plongé dans la Voie lactée, de le vivre en 3 dimensions. C'est plus simplement une voûte céleste, c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes dedans. Donc ça, ce sont des moments magiques, mais je dirais que sur les missions de courte durée, comme la mienne, j'ai parfois regretté de ne pas avoir assez de temps pour me laisser flotter et dériver autour du hublot, parce que le programme était intense, parce que je ne pouvais pas choisir exactement le moment où j'allais regarder par le hublot, et que quand je regardais, je traversais le Pacifique, 40 minutes sur les 90 minutes d'eau et de nuages, ou que je traversais des zones nuageuses. Et, voilà. Donc il ne faut pas penser que l'astronaute, il est toujours derrière le hublot avec son appareil photo ou à écouter une musique somptueuse. L'astronaute, il est là pour travailler. Il est là pour faire le programme scientifique. Il est là pour réparer, assurer la maintenance, assurer la sécurité, rendre compte au sol, entretenir des liaisons avec les écoles, avec la communauté scientifique, les ingénieurs. C'est ça, le gros du travail à bord, se préparer une sortie extravéhiculaire, bien évidemment. Mais imaginez qu'un astronaute ne prenne pas du temps pour aller regarder par le hublot, pour prendre quelques photographies, pour le partager au retour avec la Cité de l'Espace ou avec qui que ce soit sur les réseaux sociaux. On ne vous avez vraiment raté quelque chose de votre mission. On va forcément parler de cette mission Epsilon. Quand on entend Sophie Adno, elle parle beaucoup de vous. Depuis le début, on sent que c'est pas fin parce qu'elle est la 2e française, mais que vraiment, ça fait partie de sa construction. Comme vous avez eu Apollo quelque part quand vous aviez 12 ans. Elle dit vraiment, quand j'avais 14 ans, j'ai vu décoller Claudie et Muret. Je me suis dit, c'était possible aussi pour moi. Est-ce qu'il faut, du coup, des grands moments ou des grands inspirateurs ou inspiratrices, en l'occurrence, pour justement créer des vocations? Je suis pas sûr de savoir répondre, et si tout le monde réagit de la même façon. En tout cas, je pense que dans une trajectoire ambitieuse, où on a un rêve, et je pense que la graine du rêve, elle était dans l'esprit de Sophie avant de m'avoir vue. Elle avait déjà commencé à regarder le ciel ou à se documenter bien avant ses 14 ans. Mais je pense qu'il y a des moments de doute, parce que c'est pas facile, on n'est pas sûr, on n'a pas toutes les certitudes. Et quand quelqu'un va vous inspirer, va incarner le possible, vous vous dites, moi aussi, je continue sur le chemin, j'avance. Donc je pense qu'à un moment donné, j'ai été ce déclic dans un moment où ça a renforcé sa confiance pour avoir l'audace d'aller plus loin. Elle vous remercie beaucoup pour l'accompagnement. Elle disait même il y a encore quelques jours que vous lui aviez envoyé une lettre. Comment vous l'avez aidée tout en restant, elle le dit aussi, en retrait pour pas non plus quelque part l'accaparer dans ce moment-là. Comment est-ce que vous avez trouvé la juste place et comment est-ce que vous avez voulu l'aider et l'accompagner? Tout ça dépend bien sûr de la personnalité de Sophie, avec qui on a les échanges. Sophie, elle est construite, elle est solide, elle est ouverte, donc elle sait poser des questions, se nourrir de ceux qui l'accompagnent. Elle sait très bien qu'elle est héritière de plein de gens autour d'elle, que ce soit des astronautes ou d'autres personnes, ou des militaires, ou des instructeurs, ou des scientifiques. C'est même le sens de son patch et de sa mission. Oui, donc il y a cet héritage, et ensuite, bien évidemment, chacun va vivre sa mission à sa façon. On est tous différents et
tant mieux. Et tous complémentaires et tous maillons d'une même chaîne. C'était très joli, l'epsilon et le maillon de transmission. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas à être intrusif parce qu'elle n'a pas besoin elle sait très bien se débrouiller toute seule. Mais il y a des moments où on a envie de parler, d'échanger, des expériences vécues, des questionnements. Et voilà, savoir qu'elle peut décrocher son téléphone, qu'elle peut envoyer un petit message. Je pense que ça compte pour elle. Et puis moi, de temps en temps, j'ai envie de lui dire toute la fierté et le bonheur que j'ai de la voir s'épanouir et grandir dans cette mission. Parce que c'est la fierté qu'on porte aussi pour elle, que vous pouvez lui relayer, quoi, quelque part. Parce qu'elle est dans un rush aussi. On a vu quand même à quel point cette préparation a été intense. Elle le disait même, combien il s'est passé peu de temps. Il s'est passé 2 ans et 10 mois seulement entre le premier jour d'entraînement et donc le décollage. C'est particulièrement difficile, quoi. C'est une densité d'entraînement parce qu'à la fois, il faut acquérir toutes ces compétences. Il faut travailler avec des partenaires à l'international, ce qui n'était pas mon cas il y a 30 ans, dans cette mission Cassiopée à bord de la station Mir, où j'ai fait l'essentiel de mon entraînement à Moscou, dans un lieu, à Cité des Étoiles, alors que là, Sophie s'est quand même beaucoup déplacée à l'international pour se familiariser à toutes les procédures et tous les éléments de la station spatiale. Donc c'est très intense, très dense. Je crois qu'il fallait qu'elle trouve du temps aussi pour elle, pour pas se laisser déborder, garder le contact et le lien avec son cercle proche. Il faut trouver cet équilibre aussi. Moi, je parle d'expatriation parce que j'ai passé du temps longtemps à l'étranger, mais elle, c'est encore une forme d'expatriation un petit peu plus compliquée parce que c'est du nomadisme entre différents lieux. Ouais, c'est donc Houston, Montréal, il y a encore un petit peu moins d'ancrage que qu'on peut avoir quand on s'entraîne longuement dans un même lieu. Donc oui, c'était très dense. Je crois qu'elle a beaucoup de force en elle, de sérénité. Ça sent, ça se voit quand elle parle pour trouver les moments de récupération. Et d'ailleurs, à côté des manips françaises proposées par le CADMOS, le MEDES au sein du CNES, il y a aussi des manips européennes. Et j'ai vu que l'une d'entre elles était justement sur relaxation, méditation, sur un vol de très très longue durée comme ça. Comment on fait pour gérer cet isolement, ce confinement, cet éloignement et je pense que c'est assez intéressant pour préparer les missions futures de très très longue durée en autonomie, Lune et Mars, de se dire que non seulement on travaille à la réussite et la performance pour la mission, à la sécurité des sorties extravéhiculaires, à la santé physique parce qu'on est des terriens et on sera ramené à revenir, donc il ne faut pas laisser son corps se déconditionner, mais aussi à la santé mentale. Et à comment, psychologiquement, individuellement et dans une dynamique de groupe, on va être en capacité de poursuivre la mission. Donc voilà, je trouve que cet objet-là est intéressant aussi sur le plan scientifique. On sait à quel point c'est important aujourd'hui sur Terre. On parle beaucoup de santé mentale et de comment on peut trouver de meilleures façons. Et je trouve que c'est un beau territoire intéressant à explorer. Voilà. Justement sur les expériences, parce qu'on parle beaucoup de Mars en se disant que c'est quelque chose d'assez lointain, qu'aujourd'hui on n'est pas en capacité d'aller sur Mars, mais malgré tout, vous le disiez, beaucoup des expériences qu'on fait dans l'ISS préparent vraiment très concrètement finalement à ces voyages longs. Je pense à EcoFinder qui est vraiment l'idée de se dire comment on fait quand on n'a pas de médecin à proximité. Je pense à PhysioTool qui est vraiment aussi dans cet esprit, ou même le Food Processor. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas la Terre à côté, quoi. Donc, on prépare très concrètement, en fait, ces voyages longs. Oui, bien sûr. On sait aujourd'hui maîtriser un vol de longue durée en apesanteur dans une station spatiale en orbite basse. Mais, vous l'avez vu, il y a des cargos de fret qui amènent, qui ramène. Vous êtes sans délai de communication avec les équipes au sol. Donc, on maîtrise un certain aspect, mais on ne maîtrise pas tous les aspects nécessaires à la suite de l'exploration. L'étape lunaire est aussi une étape d'apprentissage
pour les étapes à venir. Alors, qui va nécessiter beaucoup d'innovation, parce qu'on est obligé de trouver des solutions pour stocker l'énergie, pour gérer l'eau, pour recycler. Il y a des tas de choses à apprendre sans le support du sol. Un tout petit délai de communication, donc une robotique avancée assistée par l'intelligence artificielle, ça devient intéressant. Et puis surtout, c'est pas du 0G, la Lune. C'est pas du 0G, Mars. Les gravités intermédiaires. Ça n'a rien à voir. On n'a pas travaillé. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir justement la condition physique? Est-ce que c'est suffisant dans l'interface avec un robot, une manip, un développement à faire? On ne sait pas répondre à ces questions-là. Donc voilà, il y a un apprentissage tout à fait considérable. C'est bien sûr de l'autonomie de l'équipage, et puis c'est la condition particulière de cet environnement qui n'est pas celle qu'on a étudiée en microgravité. On a beaucoup parlé de l'événement d'Apollo, par exemple, combien il avait été marquant pour vous. Quel autre événement pourrait être aussi marquant pour vous dans les années à venir, celui que vous avez envie de vivre absolument? Moi, je suis passionné par tout ce que le programme scientifique du CNES et de l'Agence spatiale européenne nous propose aujourd'hui. Je trouve que les images des télescopes James Webb ou Euclid sont absolument extraordinaires. Que de pouvoir photographier un trou noir, que d'imaginer pouvoir mieux comprendre l'énergie sombre, les ondes gravitationnelles, des choses qui pour moi étaient purement intellectuelles et théoriques, et qu'aujourd'hui on arrive à les documenter. Donc voilà, ça c'est un bonheur de voir ces avancées. Après, il y a cette question fondamentale, sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce qu'il y a un seul univers d'ailleurs, ou est-ce qu'on va au-delà de ça? Donc ça, c'est une question tout à fait magnifique. La première question, on en est peut-être pas très loin finalement. On n'a jamais été aussi proche, quoi, quelque part, d'essayer de trouver des traces sur Mars, d'essayer peut-être de trouver des échos avec SETI, de trouver peut-être des planètes habitables avec Webb. On en est très proche. Ouais. C'est pas parce qu'elles sont habitables qu'elles seront habitées. Bien sûr. Par ailleurs. Et ce sera très compliqué de savoir si elles le sont vraiment. Je ne vais pas vous dire que la forme de vie potentielle qu'on découvrira avec sa reproduction est la même que notre vie carbonée. Donc tout ça, ça reste complètement ouvert. Mais c'est vrai que l'infini de l'infini, c'est un infini de possibilités. C'est quoi votre conviction alors? Il y en a ou il n'y en a pas de la vie ailleurs? Je ne sais pas répondre à cette question-là, mais je pense que justement dans un monde aujourd'hui où on demande des réponses immédiates, où on est dans la finitude, la fin justifie les moyens, il faut trouver, il faut dire... Il faut savoir. Ouais. Il faut savoir l'infini. Quelle ouverture pour nous embarquer au-delà. Et j'ai envie de continuer à pousser cette exploration de l'infini. Ouais, on verra bien et explorons, on saura quoi. Explorons. Nous sommes des explorateurs et des astronautes. Et Sophie Hadot est une exploratrice, oui. Alors, j'avais une question aussi sur la Cité de l'Espace. Vous avez été... vous avez jamais hésité, en fait, finalement, pour devenir marraine et pour inspirer depuis ici. La transmission, du coup, elle est importante, forcément, au quotidien. Comment est-ce que vous avez envie, justement, de transmettre votre expérience et vos connaissances par rapport à ça? Je pense qu'il y a plusieurs facettes à votre question. Il y a de la transmission de connaissances, de savoir, et puis il y a de la transmission d'enthousiasme et de passion. Et je pense que c'est la caractéristique de ce monde scientifique, du spatial en tout cas, puis dans des tas d'autres domaines aussi. Que de pouvoir faire partager cette passion de la découverte, cette curiosité. Premier élément. Le deuxième élément, c'est de parler dans un langage qui est accessible à celui qui l'écoute. Donc, c'est pas une transmission avec un grand sage qui parle à distance et qui a un savoir dont il va inonder le peuple des ignorants. C'est trouver ce langage qu'on partage et qui permet d'entrer en dialogue et en conversation.
Donc ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est une transmission qui peut être joyeuse, qui peut être décalée, qui peut être dans le faire et pas seulement dans le dire. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui parce qu'on a un monde qui change très vite. Il faut qu'on ait des jeunes cerveaux et une jeune génération qui soient en capacité d'être agiles, adaptables, de continuer à se laisser surprendre, mais en ayant la capacité de trouver des solutions et puis de travailler son libre arbitre et de faire ses propres choix. Et ça, c'est compliqué dans le monde d'aujourd'hui. Et la science, c'est une belle démarche pour y parvenir. La plupart des astronautes nous disent on veut inspirer. C'est d'ailleurs ce que dit Sophie Anneau, inspirer les jeunes générations. Vous avez inspiré une astronaute. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça aussi concret quelque part que finalement votre exemple a généré cette envie et cette concrétisation d'un vol spatial qui va se dérouler là pendant les prochains mois? C'est un plaisir, une joie, une fierté. C'est une responsabilité que j'ai acceptée depuis longtemps, d'être sur les estrades et de parler dans les écoles et dans des publics plus féminins. Mais voilà, Sophie Anneau, c'est formidable et je la remercie de cette reconnaissance qu'elle me témoigne. Mais j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui ne sont pas devenues des astronautes, de femmes qui sont peut-être même pas devenues des chercheurs et des ingénieurs. Parce qu'on ne peut pas obliger tout le monde à devenir chercheur et ingénieur, même si on en manque et on manque de cerveau féminin. Mais voilà, des femmes qui, à un moment donné, ont eu besoin de quelque chose qui les aide à franchir un pas. Et je pense que l'inspiration, ça sert à ça. Ça donne du courage à un moment donné pour trouver de l'audace, pour surmonter sa peur. Le courage, c'est ça aussi, c'est surmonter sa peur. Et parfois, on a besoin qu'il y ait une main, un regard, une étincelle quelque part. Et voilà, ça c'est utile et je pense que ça sera toujours utile. J'ai une toute dernière question. S'il y avait dans la Cité de l'Espace un endroit, une manip, une maquette, j'ai une petite idée mais je vais voir si c'est ça, qui vous touche particulièrement ou qui résonne en vous particulièrement, ce serait quoi? Si vous voulez faire revenir sur des choses qui ont nourri ma vie pour ma première mission spatiale, c'est vrai que la station Mir, elle est là. Elle est à la fois un vrai modèle de station Mir, donc c'est un vrai objet que j'ai pu côtoyer pendant mes années passées à la Cité des Étoiles près de Moscou. C'est une station, un début de coopération aussi, qui a abouti aujourd'hui à la Station Spatiale Internationale, seul lieu de coopération pacifique, multiculturelle, et c'est quand même un joli symbole et une belle réussite. Donc oui, c'est toute une histoire, mais ce que j'aime à la Cité de l'Espace, c'est qu'il y a à la fois ces témoignages du passé, d'une histoire, mais que c'est pas une histoire figée. Et que le spatial, et en particulier le spatial ici à la Cité de l'Espace, c'est une trajectoire en mouvement. Là, on va accompagner Sophie, on va accompagner les transformations du cosmodrome à Kourou, les évolutions de ce spatial au service de la sécurité de nos territoires et de nos concitoyens. On va montrer les derniers rovers. C'est une trajectoire en mouvement et je trouve ça c'est fantastique. Le propre du spatial, c'est du mouvement orbital, c'est de la dynamique. Et donc, continuons sur cette trajectoire et voilà, bon voyage à la Cité de l'Espace. Merci infiniment. Merci. Merci encore à Claudie Nuret d'avoir accepté d'être la toute première invitée de C'est ton espace. Merci à elle aussi pour son accompagnement au quotidien en tant que marraine de la Cité de l'Espace. C'est très précieux. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast préférée. On se retrouve, nous, dans 15 jours avec un nouvel invité pour un autre épisode de C'est ton espace. Et pour découvrir, s'étonner, comprendre, venez nous rendre visite à la Cité de l'Espace à Toulouse. On vous attend. À très bientôt.